Radio Alpa, l'alternative. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. L'actualité, on en parle Tic-tac, tic-tac, tic-tac. avec Jean-Yves Breteau et son invité. Et cette semaine, l'actualité, on s'en parle avec Fabienne Labrette-Ménager, secrétaire de la Fédération sartoise Les Républicains, vice-présidente du conseil départemental de la Sarthe et maire de Fresnay-sur-Sarthe. Bonjour Fabienne Labrette-Ménager. Bonjour. François Fillon a largement remporté sans surprise dimanche la primaire de la droite et du centre face à Alain Juppé. Une large victoire qui représente 66,5% des électeurs qui se seront encore plus mobilisés que dimanche dernier. François Fillon, qui avait déjà créé la surprise inattendue du premier tour, sera donc le candidat de la droite et du centre à la présidentielle. Fabienne Labrette-Ménager, lors de ce second tour, la participation a été en hausse de 4,5% pour atteindre près de 4,3 millions d'électeurs. Est-ce qu'on peut parler d'un vrai succès populaire de cette première primaire de la droite et du centre ? En tout cas, ça a intéressé les Français puisqu'ils se sont déplacés, ils ont fait la queue et ils sont venus voter. Donc, succès populaire, oui, sans doute, parce que compte tenu du score et en même temps du score de François Fillon, oui, je pense que c'est un succès populaire. Maintenant, ça a dépassé aussi ce que l'on pensait puisque nous étions partis sur plutôt entre 2,5 millions et 3 millions de votants. On ne pensait pas que ça allait intéresser aussi des gens qui ne faisaient pas partie de notre famille politique. C'est-à-dire les gens qui se sont déplacés, qui étaient plutôt de gauche ou encore du Front National ? Oui, tout à fait, oui. Qui se sont déplacés, on l'a vu encore hier, qui se sont déplacés encore plus nombreux, je crois, au deuxième tour. D'après vous, qu'est-ce qui a justifié ce déplacement des gens de gauche ou des gens du Front National ? Je crois que il y a eu deux choses. Le premier tour, c'était on veut virer Nicolas Sarkozy. Donc ça a été entendu, en tout cas, puisque ça a été échec et mat. Au deuxième tour, c'était plutôt, je crois que les gens ont été regarder finalement le programme de l'un et de l'autre. Le débat politique a montré une différence d'appréciation sur tous les plans. Et je crois que c'est peut-être ça. Certains se sont dit, on va confirmer notre vote du premier tour. D'autres sont venus voter pour justement un programme sur lequel ils adhéraient. Et puis d'autres sont venus contrer le programme. Enfin voilà, moi je l'analyse comme ça. François Fillon a largement bénéficié des reports de voix du premier tour en faveur de Nicolas Sarkozy et Bruno Le Maire qui lui ont apporté leur soutien au soir de leur défaite. Votre choix du premier tour était en faveur de Nicolas Sarkozy avant de le porter pour François Fillon au second tour. Pourquoi préfériez-vous, dans un premier temps, la candidature de Nicolas Sarkozy ? Je l'ai bien expliqué plusieurs fois, c'est-à-dire que j'avais déjà soutenu Nicolas Sarkozy en 2007, en 2012. J'estimais qu'à partir du moment où il avait reconquis le parti et qu'il nous avait mis un peu en ordre de bataille, je trouvais que c'était un petit peu normal. Et puis moi, j'adhérais à son programme. Donc c'était le programme. Moi, je suis travailler plus pour gagner plus. Hein. C'est mon état d'esprit. Je suis chef d'entreprise. Donc voilà. Donc c'est aussi tout ça. Et puis au deuxième tour, c'était évidemment derrière François Fillon, le Sartois, l'homme que j'ai suivi. Il y avait des différences majeures entre le programme que proposait Nicolas Sarkozy et celui que propose aujourd'hui François Fillon, dont on parlera dans quelques instants. Moi, j'en ai trouvé. Maintenant, les Français en ont sans doute pas trouvé puisqu'ils ont été votés en masse pour qu'ils s'en aillent. Mmh. Comment expliquez-vous cette défaite au premier tour de Nicolas Sarkozy ? Je pense qu'il n'a pas mesuré finalement le fait que les gens n'en voulaient plus et quand on a perdu, c'est peut-être un petit peu difficile de revenir, bien que honnêtement il a fait un sacré boulot, en tout cas nous au niveau du parti politique qui était quand même en miettes en 2012 et c'est vrai qu'il a réussi à faire que tout se passe plutôt bien, il a mis tout le monde en ordre de bataille et voilà, mais je crois peut-être sa personnalité, le fait que les gens le connaissent pas forcément dans la vie privée comme il est à la télé et puis on a dépeint quelqu'un d'abominable alors que finalement dans la vie privée il n'est pas du tout comme ça. Est-ce que de fait Nicolas Sarkozy a trop employé de petites phrases, d'idées toutes faites qui ont déplu dans l'opinion publique ? C'est possible aussi, mais c'est un des éléments. Je pense que c'est pas les éléments fondateurs. Non, je crois qu'à un moment donné, les Français voulaient passer à autre chose. Hein. Comme pour Alain Juppé, d'ailleurs. Ils ont pensé, je pense, que François Fillon est quelqu'un de nouveau, alors que il est là depuis très longtemps. Mais c'est vrai que dans l'esprit des gens, il est plutôt neuf. En tout cas, François Fillon est arrivé là où il était totalement inattendu, puisque on le voyait comme un troisième homme. Ça a été la surprise pour vous ? Ce qui a été la surprise, c'est plutôt le score.
44% au premier tour. Je crois que tout le monde a été surpris lui-même, et ses équipes également. Maintenant, c'est vrai que les sondages se sont avérés quand même inexacts tout le temps. Là, depuis un moment, on a vu Trump arriver alors qu'on donnait Clinton. On a vu François Fillon alors qu'on donnait Juppé Sarkozy. Voilà. Donc il faut se méfier quand même. Ça, vous savez, ça devient comme l'horoscope. Il y en a un tous les matins. Ça commence un peu à être un peu agaçant quand même. Alors ce résultat de François Fillon lui donne en tout cas une vraie dynamique pour lancer sa campagne présidentielle. Cependant, sa première tâche est de rassembler très largement derrière lui ceux qui ne sont pas partisans de certains points de son programme jugé très ultra-libéral. Est-ce que ce programme tel que François Fillon, en tout cas, l'a défendu pendant ses primaires, est propice, d'après vous, à rassembler largement tous les partis de la droite et du centre ? C'est à lui d'expliquer maintenant. Je crois qu'il a un programme qui est défini, qui est peut-être qui est très abouti, qui est complet. Maintenant, le travail va être de faire de l'explication de texte et faire de la pédagogie. Voilà, ça va être le travail de terrain de toute l'équipe pour qu'il soit le plus entendu et le plus compris possible. Ça va être une tâche facile ? Il faut demander à sa garde rapprochée. C'est pas facile, non, pas facile, parce qu'il le dit lui-même, c'est un programme radical, donc pas facile, non, certainement pas. Est-ce que vous, par exemple, en tant que secrétaire départemental les Républicains de la Sarthe, vous allez participer justement à faire en sorte qu'il y ait une convergence autour de François Fillon, puisqu'il est quand même sartois ? Moi, je suis secrétaire départementale et donc je m'occupe de l'organisation. Donc je vais m'occuper de l'organisation avec les collègues et je pense que chacun aura sa mission. Je pense que c'est en train d'être travaillé actuellement, mais j'aiderai évidemment, bien sûr, François Fillon et ses équipes. Oui. En Sarthe, par voie d'un communiqué adressé ce lundi en réaction à la victoire de François Fillon, plus de 130 dirigeants élus militants de l'UDI Jeunes appellent à soutenir la candidature d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle. Ils affirment avoir plus de points de convergence avec la vision et les valeurs du candidat du mouvement En Marche que celles que représente le candidat François Fillon. Est-ce que cet appel qui est tombé ce matin des dirigeants, des élus, des militants de l'UDI de la Sarthe était attendu par les dirigeants sartois, les Républicains ? Mais on ne les connaît pas. L'UDI est divisé en deux. Il y a l'UDI Morin, il y a l'UDI Lagarde. Donc je pense que là, c'est l'UDI Lagarde, puisque l'UDI Morin a soutenu François Fillon. Donc je pense que c'est l'UDI Lagarde. Mais honnêtement, moi, je ne les connais pas. Je ne connaissais même pas ce communiqué. Je ne l'ai pas vu. Est-ce que c'est quand même une surprise de par le fait qu'il provient d'une partie du centre ? Je crois qu'à un moment donné, c'est là la difficulté. Vous me parliez tout à l'heure comment est-ce qu'on peut rassembler et comment est-ce qu'il va falloir faire de la pédagogie. Après, chacun regarde l'intérêt qu'il a et en même temps une surprise. L'UDI, c'est déjà deux. Ils sont déjà séparés en deux, donc moi je suis pas plus surprise que ça. Est-ce qu'Emmanuel Macron, selon vous, est une candidature qui pourrait faire perdre justement des voix à la droite, sachant que le président du MoDem, François Bayrou, ne partage pas non plus le programme de François Fillon ? Mais Emmanuel Macron, alors il est venu au Mans, là, donc apparemment c'était une coquille vide. Il y a eu beaucoup de monde, mais finalement les gens s'attendaient peut-être à avoir un programme, mais il a fait c'est du blabla pour l'instant. C'est pas ce que nous a dit sa référente la semaine dernière. C'est normal, chacun défend son champion. En tout cas, moi c'est ce que j'ai eu comme information, y compris de chef d'entreprise quand même. Et Emmanuel Macron, jusqu'à présent, c'est un peu l'Arlésienne, c'est-à-dire qu'on le voit, il est un petit peu partout, il fait de la com, il se balade avec sa femme. Mais par contre, au niveau du fond du programme, alors que les jeunes de l'UDI adhèrent à un homme, pourquoi pas, mais que les jeunes de l'UDI adhèrent à un programme, pour l'instant, on le connaît pas. Donc je suis un petit peu étonnée, mais enfin bon, après, c'est pas illogique, il est nouveau. Enfin, je veux dire, c'est nouveau. Puis Macron, c'est la gauche. Moi, je suis pas du tout. Il revendique pas d'être de gauche, en tout cas. Ouais, mais enfin bon, il était dans le gouvernement quand même de François Hollande. Il n'était pas avec Nicolas Sarkozy ou avec François Fillon, donc il est quand même pas à droite. De fait, faut-il que François Fillon adapte son programme pour convaincre plus largement, notamment les centristes, ou son programme doit-il rester en l'état ? Et vous le connaissez, François Fillon ? Vous le connaissez bien, François Fillon ? Il est sartois, oui, on a eu l'occasion de lire son programme. Voilà. Moi, je pense qu'il a pas bougé d'un iota sur son programme. Je pense qu'il défendra son programme. S'il a été élu au soir du deuxième tour, c'est bien par rapport à un programme qu'il a défendu. Je vois pas aujourd'hui remettre en cause une partie de son programme. Enfin bon, moi je serais étonné. Bon après, tout est possible en politique, mais je serais étonné puisque c'est vraiment ce qui lui a fait gagner finalement les électeurs de droite, et il a fait campagne depuis 3 ans. Donc je ne vois pas aujourd'hui revenir sur des positions. Donc il encourt le risque de ne pas rassembler très largement à droite. C'est son programme. Là, il a rassemblé à droite, pour l'instant. Maintenant, il va falloir qu'il fasse de la pédagogie pour expliquer. Voilà.
Est-ce que le programme de François Fillon, avec ses réformes qu'on dit radicales, pour redonner à la France sa place en Europe telle qu'il en tout cas il l'envisage, vient clairement, d'après vous, identifier et clarifier un programme propre à la droite, c'est-à-dire sans ouverture, comme l'avait d'ailleurs fait Nicolas Sarkozy, Sarkozy avait fait de l'ouverture. Comme lui avait ouvert, en tout cas, sa politique à des personnalités de la gauche sous sa présidence. Est-ce que ça clarifie finalement ce qu'on attend de la droite aujourd'hui ? En tout cas, il y avait une primaire, il y avait des positions différentes des uns et des autres. Donc, on avait 3 programmes, ou 4, ou 5 programmes, ou 6, ou 7 programmes même déjà. Donc, il y avait différentes mouvances. C'est celle de François Fillon qui a gagné. Voilà. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si ça clarifie, mais en tout cas, ça montre que c'est aujourd'hui la majorité des électeurs de la droite ont plutôt opté pour ce programme-là. Henri Guénaud, qui est candidat à la candidature pour 2017 et l'ancienne plume de Nicolas Sarkozy, s'est montré très sévère contre le programme tchatchérien de François Fillon, qu'il déclare vouloir combattre de toute son énergie. Il parle d'ailleurs d'une purge comme il n'en a jamais été proposé depuis la Seconde Guerre mondiale, donc les mots sont quand même très durs. Est-ce que là encore, malgré le succès de François Fillon dimanche dernier, il reste de sérieuses divergences au sein de la droite qui ne permettront pas de rassembler très largement autour de sa candidature à la présidentielle? On verra. Pour l'instant, il a gagné hier soir. On se doit en tout cas, nous, d'être unis derrière un candidat. On l'a dit, moi je l'ai répété depuis le début. On sera derrière le candidat qui aura été choisi, qui aura été élu. Maintenant qu'il y ait des divergences, Henri Guénaud, déjà avant les résultats, de toute façon, avait décidé de se présenter. Ne voulait pas passer par la primaire. Bon, voilà, il y en aura peut-être d'autres. C'est le jeu de la démocratie. C'est voilà. Après. Je ne sais pas. Je vous dis, François Fillon, il faut de toute façon, s'il veut gagner, il faut qu'il rassemble. François Fillon propose une forme d'austérité pour faire ressortir la France au rang qu'il lui préfère au niveau de l'Europe. Henri Guénaud, lui, met plutôt en question que l'austérité, c'est peut-être pas forcément la réponse aux questions de la France aujourd'hui. Vous en pensez quoi, vous ? Vous voyez, il y a 2 projets. Voilà, il y en a un qui se présente tout seul et il y en a un qui a gagné la primaire. Voilà, moi j'en pense pas plus que les 3 millions de personnes qui ont été votées. Moi je suis pas le porte-parole de François Fillon, je suis secrétaire départemental des Républicains. Donc il y a 3 millions de personnes qui se sont portées sur le projet de François Fillon. Écoutez, s'ils ont tort, ça m'étonnerait quand même. Donc je pense que s'ils ont opté pour ce projet et pour cet homme, c'est quelque part, il correspond, en tout cas son projet correspond à ce que les gens attendent aujourd'hui, de la fermeté, de la rigueur, peut-être quelque chose de radical. En tout cas, on l'a bien senti pendant toute cette campagne. C'est une vraie alternance, une alternance avec ce que l'on vit actuellement. Voilà. Donc c'est ce qui a été décidé hier soir. Et puis on verra. Maintenant, on va attendre la campagne de la gauche et on verra ce qu'il en sortira. C'est quand même un programme que vous soutenez, Fabienne Brett-Ménager, aujourd'hui ? Je soutiens François Fillon. Voilà. Pas son programme. Je soutiens François Fillon. Donc c'est clair, c'est pas son programme. J'ai soutenu Nicolas Sarkozy au premier tour avec un programme, voilà. Et là, j'ai décidé de soutenir François Fillon. Alors Henri Guénaud a aussi parlé d'une très bonne nouvelle pour le Front National, estimant que les classes populaires et les classes moyennes n'iront pas voter pour ce genre de programme que propose François Fillon. Sous-entendu qu'ils voteront Marine Le Pen. Est-ce qu'il y a un risque à donner des voix à Marine Le Pen alors que les partisans de François Fillon sont assurés, eux, que c'est le meilleur candidat pour faire perdre le FN qui parle, lui, de casse sociale en parlant du programme de François Fillon. Vous savez, je crois qu'on n'a pas attendu le programme de François Fillon pour avoir une montée du Front National dans nos territoires. On l'a vu au départemental, on l'a vu au régional, il n'y avait pas François Fillon, et il y avait des candidats qui proposaient des choses beaucoup plus édulcorées. Eh bien, malgré tout, le Front National était présent, on se rappelle du score quand même des régionales. Au niveau des départementales, moi je me suis battu au 2e tour, la gauche était éliminée, je me suis battu contre le Front National, on ne connaissait pas forcément les candidats. Donc on sait bien qu'à un moment donné, le vote, c'est aussi une façon de montrer qu'on n'est pas content. Et donc, quelquefois, ça n'a malheureusement rien à voir avec les programmes. Mais par rapport à ces électeurs qui ne se reconnaîtraient pas dans le programme de François Fillon, dans l'expectative que François Fillon soit au second tour de la présidentielle face à Marine Le Pen, est-ce qu'il n'y a pas des risques encourus ? Regardez où est-ce qu'ont été les voix, plutôt les scores les plus importants dans le score de François Fillon. C'est pas forcément en ville, ça a été en campagne. Et qu'est-ce qui se passe à la campagne ? On n'a pas de médecins, on n'a pas de très haut débit, on manque de services publics, etc. Et aujourd'hui, les gens sont
ils n'en peuvent plus. Donc c'est ça, c'est ce vote-là, à un moment donné, c'est un vote de reconnaissance. Et donc on a besoin en effet de reconnaissance. Je ne sais pas si c'est vraiment sur le programme. Vous m'interrogez sur le programme, je ne sais même pas si les gens ont été regarder le programme. Ils ont vu un homme qui apparaît quelqu'un de sincère, qui a envie de faire bouger les choses, qui a envie de montrer quelque chose, une rupture. Eh bien, je crois que c'est ça, c'est cette personnalité-là qu'ils ont été chercher. Est-ce que c'est ce qui change de fait depuis quelque temps dans les élections, c'est-à-dire que les électeurs ne lisent pas forcément le programme, mais élisent en fonction, je dirais, pour être un petit peu simple, sur la bouille du candidat ou sur le charisme qu'il peut représenter? Oui, je crois que en tout cas, c'est un élément qui est important, et la communication aujourd'hui politique est très importante. D'abord, la communication aussi bien dans les médias, mais également, on l'a vu dans le débat. Le fait de se poser, le fait de répondre, pas facile, le format. Et je crois que ça finalement, c'était intéressant pour un challenger, beaucoup plus que pour les principaux. Et je crois que ça, en tout cas, ça a montré un visage de François Fillon que les gens ne connaissaient pas. Est-ce qu'une partie du programme qui concerne la retraite à 65 ans, une augmentation de la TVA à 22%, je vous donne quelques éléments du programme et vous les connaissez, un changement de la durée du temps de travail au-delà de 35 heures, la suppression de 500 000 fonctionnaires, pour ne citer en tout cas que ces points du programme, n'est pas enclin, d'après vous, à des manifestations qu'il faut s'attendre, qui seront multiples dans les rues, et un blocage de l'activité économique si François Fillon était élu président de la République? Oui, mais là, il s'agit du redressement de la France. Et de la compétitivité de la France par rapport à d'autres pays. Maintenant, qu'il y ait des syndicats et des gens qui ne sont pas forcément contents, ok. Maintenant, je crois qu'il faut être à un moment donné constructif. La retraite à 65 ans, vous savez, mes parents l'ont eu, la retraite à 65 ans. Ok, elle est arrivée à 60 ans à un moment donné, mais on ne peut plus la financer. Donc, qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux aller jusqu'à 65 ans, faire des efforts pour que nos enfants puissent bénéficier d'une sécurité sociale et de la retraite, ou alors être très égoïste en disant moi, je veux partir à 60 ans? Je ne sais pas quelle est la solution. En tout cas, moi, je choisis de faire un effort supplémentaire. C'est encore un peu plus de rigueur qu'on demande aux Français, alors que François Fillon propose, lui, de supprimer clairement l'ISF, l'impôt sur les grandes fortunes. Sans doute, mais l'ISF aujourd'hui, c'est aussi quelque chose qui, si les gens s'en vont, c'est dommage, parce que c'est une manne financière que l'on n'a pas dans le pays. On a besoin d'investisseurs, on a besoin de gens qui font marcher l'économie plutôt chez nous plutôt qu'ailleurs. Voilà, je crois que c'est dans ce sens-là. C'est pas dire on va supprimer l'ISF pour supprimer l'ISF, c'est pour que les gens qui ont des fortunes puissent les dépenser chez nous. Par voie de conséquence, ceux qui quittent la France pour sauvegarder leur fortune, est-ce que on peut dire qu'il y a une perte aussi du sens patriotique de participer à l'effort national? Je pense que l'effort national, il devrait être partagé par tous, comme certains pays du nord de l'Europe, par exemple la Norvège, que je connais très bien, où tout le monde paye l'impôt sur le revenu. À un degré différent, évidemment, en fonction de ses revenus, mais tout le monde le paye. Et ça, c'est l'effort de tout le monde. Et je crois que c'est ça qu'à un moment donné, c'est ce que Nathalie, c'est ce que Morizet proposait d'ailleurs, c'est qu'on élargisse l'assiette. Mais l'effort ne peut pas être demandé simplement à une partie. Il faut que ce soit partagé par tous, en fonction de ses revenus. Vous évoquiez à l'instant le fait que dans les zones rurales où on avait largement voté pour François Fillon, il y a effectivement un mécontentement par rapport au service public qui est en train de disparaître. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe finalement à redéployer un service public au plus proche des gens et en même temps annoncer qu'on va supprimer 500 000 ou 600 000 fonctionnaires? Bien, le problème, c'est pas... Alors, quand on dit on va supprimer 500 000 fonctionnaires, ça a déjà été fait. Mais encore une fois, je suis pas là pour défendre le projet de François Fillon. Enfin, je veux bien quand même le faire. Oui, mais vous représentez les Républicains de la Sarthe. Oui, donc, mais les Républicains de la Sarthe, 500 000 fonctionnaires en moins, c'est pas forcément dans les collectivités, dans les petites collectivités que ça se passe. C'est aussi à des ministères, à des endroits où on a multiplié les choses. En l'espace de 20 ans, moi, ça fait 15 ans que je suis élue. Quand je suis arrivée au conseil départemental, il y avait 800 agents. Aujourd'hui, demandez combien il y en a. Il y en a plus de 2000. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas qu'on a embauché, c'est que l'État s'est désengorgé et a fait porter sur les collectivités locales cette manne de fonctionnaires, les TOS, la DDE qui est venue aux collectivités. Et qu'est-ce qu'on a créé en plus? On a créé les pays. Est-ce qu'aujourd'hui, les pays, c'est quelque chose qui est important? Est-ce que c'est une valeur ajoutée sur un territoire? Pas forcément. Demain, on va créer les communautés de communes, les grandes communautés de communes. Est-ce que c'est une valeur ajoutée supplémentaire? Pas forcément. Et là, on est obligé de créer de l'emploi. C'est tout ça qu'il faut à un moment donné remodifier, faire en sorte que les fonctionnaires soient au bon endroit, là où on en a vraiment besoin. Dans des places de ministère,
faire avec la décentralisation, c'est peut-être pas forcément très utile aujourd'hui. Il y a peut-être des choses à justement enlever. Et là, bon, moi j'ai pas lu exactement où est-ce qu'il veut redéployer les fonctionnaires. En tout cas, en milieu rural, on en a besoin. Dans certains quartiers des villes, on en a besoin aussi. Par contre, c'est vrai que bon, il y a peut-être des endroits où on peut en effet revoir les choses. Alors, il y a cette idée aussi institutionnelle que François Fillon défend, la suppression du département. Oui, c'est pas nouveau, parce que ça, le département, il y a longtemps qu'il voulait le supprimer. Mais c'était plutôt revenir sur un conseiller territorial. Moi, je partage complètement cette idée là, par contre, parce que le conseiller territorial, c'est quelqu'un au plus proche. On était basé sur des 13 000 habitants à peu près. Là, je peux vous dire, moi, je suis conseiller départemental d'un canton qui est le plus gros canton de la Sarthe, 31 000 habitants, 50 km d'un bout à l'autre. C'est anti-proximité, voilà. Donc revenir au conseiller territorial qui fasse en même temps le département et la région, je trouve que c'est une très bonne idée. Fabien Abrette-Ménager, on ne sait pas si François Hollande sera candidat et on ne sait pas qui sortira vainqueur de la primaire entre les candidats socialistes. Quel serait, d'après vous, le meilleur candidat de la gauche pour une confrontation avec François Fillon ? N'importe lequel. Je pense qu'aujourd'hui, la gauche est en tel état de miettes que, de toute façon, sortir un bilan de ce qui s'est passé pendant 5 ans, ça va être compliqué quand même. Donc, que François Hollande soit candidat, moi, je pense qu'il le sera. Parce que c'est pas illogique d'un autre côté qu'un ancien président de la République, enfin qu'un président de la République soit candidat. Maintenant, une primaire, ça va être compliqué pour lui. C'est pas si simple en fonction des candidats qu'il y aura. Mais enfin bon, mais en tout cas, peu importe. Mais celui qui sera là sera bien obligé de défendre le bilan, en tout cas du gouvernement et de François Hollande et de Manuel Valls. Après les présidentielles viendra le temps des législatives. Est-ce que le résultat de dimanche peut changer les candidatures départementales aux 5 circonscriptions de la Sarthe ? En principe, on a tous été investis par le Comité national d'investiture. Ça a été fait. Après, c'est peut-être, mais en tout cas, là, jusqu'à présent, il n'en est pas question. Alors vous-même, vous serez candidate à la députation pour reconquérir Je suis investie. Pour la première circonscription, qui est représentée par la socialiste Françoise Dubois. Comment vous envisagez cette élection ? Comme tout le monde, une élection, c'est une élection. Ce sera au mois de juin, après la présidentielle. Voilà, donc on ira... comme vous savez, des campagnes, j'en ai fait pas mal depuis 15 ans, donc j'envisage de la gagner, évidemment. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Le chômage a baissé en octobre 2016 pour la 7e fois de l'année avec 11 700 chômeurs de moins inscrits à Pôle emploi, soit une baisse de 0,3%. Une diminution qui vient s'ajouter à la forte baisse en septembre de 66 300 du nombre des inscrits dans la même catégorie, c'est-à-dire la catégorie A. Globalement, la baisse se chiffre à 101 300 en un an. Ce reflux touche encore une fois principalement les jeunes avec une diminution de 7 400 du nombre de moins de 25 ans catégorie A, qui porte donc la baisse annuelle à 8,2, c'est-à-dire concernant 43 200 jeunes. Les résultats sont, eux, par contre, moins satisfaisants quand sont prises en compte les catégories de chômeurs tenus de rechercher un emploi, mais ayant exercé une activité réduite dans le mois, soit les catégories B et C. Certes, leur nombre a diminué de 0,4% fin octobre par rapport à fin septembre, mais leur nombre a en revanche augmenté de 6,6% sur un an. La tendance à l'amélioration a vu d'autres indicateurs passer au vert, notamment les créations nettes d'emplois. Celles-ci ont atteint au 3e trimestre un niveau jamais vu depuis la crise de 2008, 52 200 nouveaux postes dans le secteur marchand pour un total de 145 000 sans emploi sur un an. Fabien Abrette-Ménager, est-ce que François Hollande pourrait gagner son pari d'inverser in extremis avant la fin de son mandat la courbe du chômage si ces baisses se poursuivent pour la confirmer avec certitude? Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est dans ces chiffres-là, quelles sont les parts de réellement d'emploi et de contrats aidés. Parce qu'on a vu une forte augmentation de contrats aidés. Moi, je suis présidente de la mission locale Sarthe-Nord. C'est tous les mois où la préfecture nous demande d'aller au charbon pour essayer de placer des jeunes en contrat jeune ou en contrat d'avenir, etc. Donc, ce serait quand même intéressant de savoir quelles sont la part de contrats aidés et la part de vrai, je dirais, vrai emploi. Parce que le contrat aidé, c'est quand même un contrat qui est payé par l'État. C'est-à-dire que pour vous, ça viendrait atténuer ce résultat ? Je pense que oui. Oui, honnêtement, sans polémique, je pense que oui, parce qu'on a énormément, notamment les contrats
les contrats jeunes, la garantie jeune, ça de toute façon, bien sûr, ils sont plus inscrits. Quand ils sont en formation, ils sont plus inscrits non plus. Bon, donc c'est ça qu'il faudrait quand même regarder de près, parce que je vois pas tellement les choses bouger. Alors je me trompe peut-être. Alors il y a peut-être aussi de l'intérim qui vient dedans. Alors c'est vrai que les premiers effets, en tout cas d'une reprise d'emploi, c'est plutôt par l'intérim que ça se passe. Alors l'intérim, c'est pas pour la catégorie A, c'est la catégorie B. C'est la catégorie B, mais la catégorie A, honnêtement, il faudrait regarder, mais je pense que vraiment c'est la part des contrats aidés là-dessus. Alors en même temps, est-ce qu'il faut s'en choquer, sachant que ça donne un emploi à des jeunes qui n'en auraient pas eu forcément? Ah mais je me choque de rien. Simplement, je dis qu'il faut dire les choses d'une façon réelle, et que si on dit on veut inverser la courbe du chômage, il faut le dire pourquoi et comment. Est-ce qu'on inverse vraiment sur des contrats marchands sans aide et c'est vraiment de la création d'emplois et là c'est parce que c'est de la création d'activité, oui, ou alors c'est du contrat aidé et c'est vrai que le contrat aidé c'est autre chose. Est-ce que, cependant, ces résultats pourraient être la conséquence aussi des politiques du gouvernement, avec notamment les dispositifs comme le CICE ou encore le pacte de responsabilité de solidarité et l'aide pour les PME? Est-ce qu'on peut sentir, ne serait-ce qu'en Sarthe, un frémissement de ces soutiens-là gouvernementaux? Alors moi, je suis présidente de Sarthe Habitat, donc on a fait beaucoup d'investissements ces dernières années, 2 fois 55 millions d'euros les 2 années, pour justement soutenir le bâtiment. Donc on voyait bien qu'à un moment donné, il y a besoin de soutenir le bâtiment, et c'est vrai que là, on sent que il y a un petit peu plus de marché, le marché frémit. Alors après, c'est pas forcément en Sarthe, mais on voit bien qu'il y a de la commande publique. La commande publique, c'est aussi artificiel quelque part. Pourquoi ? Parce que d'abord, dans un premier temps, les entreprises, et le CICE était là pour ça, les entreprises, aujourd'hui, elles doivent remoderniser leur outil de travail. Une fois que vous avez modernisé votre outil de travail, vous commencez à faire de l'emploi, mais pas avant. Et là, on voit qu'elles sont dans la phase de remodernisation de l'outil de travail. Donc ça veut dire que ça crée de l'emploi. Donc elles ont fait des investissements grâce au CICE. Je crois que c'était le but. C'est plutôt... Moi, ça c'est plutôt pas mal. Maintenant, il faut que ce soit pérenne dans le temps. Et aujourd'hui, on voit que c'est plutôt l'action publique qui fait que aussi bien le département que les bailleurs sociaux qui ont fait qu'on a vraiment appuyé l'emploi, en tout cas sur le territoire de la Sarthe. Alors, il y a eu aussi en janvier le plan 500 000 formations pour les chômeurs qui associe l'État et les régions. Les chiffres publiés le jeudi 24 novembre, donc jeudi dernier, par le ministère du Travail montrent une augmentation de 47 000 personnes de plus dans la catégorie D en octobre 2016 par rapport à octobre 2015. En somme, si le nombre de chômeurs sans aucune activité a baissé de 2,8% depuis un an, celui des demandeurs d'emploi inscrits dans la catégorie D, c'est-à-dire notamment en formation, a grimpé de plus de 16% sur la même période. Est-ce que cette étape de formation, qui était aussi voulue, on l'a entendu lors de la campagne des régionales, mise en place avec un dispositif plus conséquent par l'État en janvier, peut conforter justement le retour à l'emploi? Mais c'est indispensable. La formation, c'est indispensable tout au long de la vie. Par contre, ce qu'il faut, c'est que les formations correspondent vraiment à ce que les entreprises recherchent. Mais à partir de là, moi, je trouve que c'est très bien que les gens puissent rentrer en formation et puissent se former, et puissent devenir mieux formés pour rentrer dans une entreprise et être plus compétitifs. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Maintenant, il faut vraiment que ça corresponde à ce que les entreprises souhaitent. En même temps, il est vrai qu'on parle beaucoup de chômage en France, mais il y a aussi des artisans, des TPE, des PME qui recherchent justement du personnel et n'en trouvent pas. Comment on peut régler ce problème ? C'est un vrai problème en France, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la tête du Français, avoir un emploi, c'est un CDI à temps complet. Bon, donc cette mesure-là, on l'a pas dans les autres pays européens. C'est-à-dire que dans les autres pays européens, on va prendre un job et puis même si c'est 5-6 heures par semaine, on fait. Donc en France, ça marche pas, ça prend pas, on voit pas. Moi, je vois même en tant que mère, ça m'arrive de proposer quelques heures et c'est vrai que j'ai du mal à les proposer. Donc il faut aussi casser la mécanique et donc rendre plus souple l'accès à l'emploi et en même temps protéger le salarié. C'est-à-dire que il faut lui permettre d'avoir accès à des petits contrats et en même temps qu'il ne perde pas toutes ses allocations au moment où il va commencer à travailler. Donc il faut vraiment trouver un juste milieu. Ça s'appelle la flexibilité. Donc il y a d'autres pays européens qui l'ont fait, notamment les pays du Nord comme la Norvège, la Suède, le Danemark. Je crois qu'il faut peut-être s'appuyer un petit peu sur ces petits pays-là qui finalement fonctionnent plutôt pas mal pour qu'à un moment donné on fasse de la formation, on prenne des petits boulots et puis en attendant de retrouver vraiment un emploi pérenne. Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
Il y a eu la semaine dernière une polémique concernant la campagne d'affiches de prévention du sida, tant celle qui concerne le gouvernement que celle de l'association Aide. Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, a pris à ce titre un arrêté interdisant la diffusion de la campagne montrant des couples homosexuels en jugeant les affiches contraires aux bonnes mœurs. Plus proche de nous, à Angers, les affiches ont été elles aussi retirées par un maire républicain, puisqu'il s'agit de Christophe Béchu. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, a saisi la justice. Une dizaine de villes sur 130 concernées par la campagne ont ainsi aussi demandé le retrait des affiches. Fabienne Abrette-Ménager, est-ce que c'est une campagne qui vous choquerait si ces affiches devaient être visibles, et peut-être le sont-elles, je ne suis pas allé voir, dans votre commune de Fresnay-sur-Sarthe où vous êtes maire? J'ai pas vu, mais bon, moi ça me choque pas. Voilà, ça me choque pas. Par contre, je peux peut-être comprendre les réticences de certains collègues. Il y a juste un truc que j'ai pas compris. Ils ont utilisé comme média finalement un média grand public. Or, un média grand public, c'est fait pour que tout le monde s'y retrouve. Or, c'est une campagne qui est dirigée vers les couples homosexuels. Et moi, j'ai pas compris pourquoi c'est une campagne d'affichage. Parce qu'en général, quand c'est une campagne de prévention, on va plutôt sur des cibles qui sont vraiment, qui sont par exemple des journaux que la communauté gay puisse lire. Mais là, j'ai pas compris. Si c'était vraiment une campagne de prévention VIH, à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis des couples hétéros? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis des jeunes, des moins jeunes? J'ai pas compris ça, moi. Je crois que la campagne du gouvernement prévoit aussi des couples hétéros. Hein. Ah, d'accord, parce que j'ai pas compris. Et j'ai pas compris pourquoi c'était ciblé, couple homo. Enfin, honnêtement, voilà. Bah, c'est dommage qu'il l'ait pas mis en même temps, parce qu'ils auraient mis à la limite des affiches hétéros, homo, des jeunes, des moins jeunes. Ça aurait pu être un peu plus large. Moi, en tout cas, j'aurais pas du tout enlevé la campagne. Voilà, donc en même temps, il faut aussi peut-être... La prévention, c'est très important. Voilà. Donc voilà, je crois que si l'objectif c'était de faire de la prévention, bah voilà. Maintenant, si les collègues sont emparés du sujet, c'est qu'à un moment donné, voilà, d'abord ils étaient peut-être pas dans la cible, hein, donc ils ont pas compris le message. Mais c'est dommage parce que honnêtement, la prévention, il faut en faire, oui, bien sûr. Quand il parle d'affiches contraires aux bonnes mœurs, Ouais. un vieux débat. Oui. Alors pourtant, vous étiez, vous, dans la manif pour tous. Mais moi, j'étais dans la manif pour tous parce que j'étais pas d'accord sur le mariage. Hein. Sur le terme de mariage. Moi, j'aurais préféré, et c'est ce que j'ai toujours dit, j'ai dit on a fait une bêtise, on aurait dû élargir le Pacs et faire en sorte que, à un moment donné, les couples homosexuels puissent s'y retrouver, y compris dans l'adoption. Voilà. Maintenant, le mot mariage, c'est vrai que moi, ça me dérangeait. Voilà. Bah, depuis, j'ai marié des couples, puisque je suis mère. Et alors? Je respecte la loi. On se bat avant la loi. Une fois qu'elle est promulguée, on se doit en tout cas de la respecter. Et concernant l'adoption, puisque François Fillon veut revenir sur cette question de l'adoption? Alors, je crois qu'il veut permettre à la communauté gay de pouvoir adopter, mais pas en plénière. Pas en plénière, ouais, c'est ça. Alors la difficulté qu'il y a, c'est que finalement les enfants qui sont en adoption simple ne peuvent pas bénéficier de l'héritage. Je crois que c'est ça. Je trouve que ça, c'est c'est peut-être un sujet sur lequel il faudrait peut-être discuter. Merci Fabienne Abrette-Ménager d'avoir commenté l'actualité sur Radio Alpa 107.3. On rappelle que vous êtes secrétaire de la Fédération sartoise, les Républicains, donc en charge de mettre en place l'organisation électorale, vice-présidente du conseil départemental et maire de Fresnay-sur-Sarthe. On va se quitter avec votre choix musical qui est très certainement un clin d'œil à une personnalité politique, une chanson de Véronique Sanson, Ma Révérence. Oui, parce que je trouvais que c'était un petit hommage à Nicolas Sarkozy. Voilà, il s'en va. Au moment où il s'en va, écoute, c'est sa révérence. Je l'ai trouvé très classe. Et je l'ai trouvé très, très élégant. Il va vous manquer, Nicolas Sarkozy? La personnalité, oui, tout à fait. Mais je pense que je le reverrai. Merci à Frédéric Chauveau pour la réalisation technique de cette émission qui sera rediffusée mercredi à 8h et dimanche à midi. Quand j'aurais mis 20 ans à voir que tout était miracle.
mourra froid, ne saura même plus s'affoler. Il ne deviendra qu'une pauvre horloge à réparer. Il n'aura plus de flamme, il n'aura plus de flamme, il n'y aura plus de flamme. Et mes amis fidèles auront disparu un par un, trouvant que j'étais belle, que j'aurais bien fait mon chemin. Alors j'aurais honte de mes mains, j'aurais honte de mes mains. Quand je n'aurai plus le temps de trouver tout le temps du courage, quand j'aurai mis 20 ans à voir que tout était mirage, alors j'entends au fond de moi une petite voix qui sourd et gronde que je suis seule au monde.